Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus pour la présentation de cet ouvrage, Algérie 1962, une histoire populaire de Malika Rahel, que je suis très heureuse d'accueillir ici à l'IRMC. Donc je vais juste dire quelques mots d'elle pour la présenter, pour vous la présenter pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Et après, je lui céderai la parole pour présenter cet ouvrage qui est donc sorti cette année, année du centenaire de l'indépendance de l'Algérie. Et évidemment, après, on ouvrira aux questions et à vos interventions. Donc Malika Rahel est historienne, elle est chargée de recherche au CNRS. Elle a soutenu son habilitation à diriger les recherches l'année dernière, et d'ailleurs cet ouvrage en est largement issu. Elle est directrice de l'Institut d'Histoire du temps présent à Paris. Et avant cet ouvrage, elle a notamment, je ne vais pas faire ta bibliographie parce qu'on va y passer trop de temps sinon, mais elle a notamment publié un ouvrage sur Ali Boumendjel, donc un militant nationaliste assassiné en 1957, et un autre sur l'Union démocratique des manifestes algériens. Et je mentionnerai deux autres grandes choses que tu fais parmi toutes tes activités. Tu co-animes donc un projet intitulé 1000 autres sur les disparitions forcées durant la bataille d'Alger. Et ce qui me semble intéressant peut-être aussi pour après dans la discussion, depuis 2012, tu as un carnet de recherche d'une texture du temps sur lequel un nombre d'articles sont publiés de toi, mais aussi d'autres chercheurs et chercheuses qui travaillent sur le Maghreb contemporain. Donc merci à toi d'être venu ici à Tunis et à l'IRMC. Et donc je te cède la parole pour une quarantaine de minutes. Super. Ben, merci beaucoup Leïla, merci beaucoup pour cette invitation à toi et à l'IRMC. Je suis embarrassée de dire, mais la vérité m'oblige à dire que c'est ma première fois à Tunis, donc la joie est particulièrement grande. Vraiment, vers l'atterrissage, il y avait un petit sentiment de réaliser quelque chose qui aurait dû être réalisé il y a longtemps déjà, mais merci vraiment de m'en donner l'occasion. Et je suis, je sais pas, spécialement contente et émue de venir avec ce livre-là dont tu as commencé à parler, qui, comme des fois les projets d'historiens, est un projet un peu ancien, puisque ça fait peut-être 5 ou 6 ans que je travaille dessus, et qu'en fait, il a fallu quand même beaucoup de temps pour que naisse l'idée. C'est-à-dire que je dis ça fait 6 ans, mais ça fait 6 ans que j'ai compris que c'était ça le livre, en fait, que c'était ça le projet. En fait, il y avait des questions et des interrogations avant qui tournaient autour de ça, et notamment, vous allez lire quand vous voyez le livre, l'idée que j'allais écrire un petit article court sur 1962. Voilà, un des moments de naissance de ce livre, ça a été cette idée-là. Je pense qu'il y aurait 2-3 choses intéressantes à dire au sujet de l'année de l'indépendance en Algérie, et que peut-être je pourrais y consacrer un article, comme quoi on n'est pas toujours très lucide quand on est chercheur. Alors, parmi les points un peu de naissance de ce projet, je pourrais en citer beaucoup et ils ont un peu des significations différentes, mais peut-être je vais en citer un. C'est un moment où j'ai essayé d'explorer les archives possibles pour travailler sur l'histoire de l'Algérie à partir de son indépendance. Quand on travaille sur l'histoire d'Algérie après son indépendance, on considère un peu comme un fait acquis qu'on ne va pas avoir beaucoup accès aux archives publiques. On peut éventuellement avoir accès à certaines archives locales, mais les archives nationales, elles sont difficilement accessibles au point parfois d'être bloquées. Et donc, je faisais plein de sondages pour essayer de trouver ce que je pouvais chercher à gauche et à droite, sans avoir forcément un sujet préétabli, mais un peu en fonction de mes curiosités, et en me disant à un moment je vais trouver quelque chose et je vais pouvoir tirer un fil. Puis une des idées comme ça, fugaces, qui m'a traversé l'esprit, c'était la question de la recherche des disparus après la guerre d'indépendance algérienne, après 1962, qui elle-même est une idée qui a mis très longtemps à naître, et on m'a dit, mais en fait, le comité international de la Croix-Rouge et le mouvement de la Croix-Rouge a été particulièrement en charge de rechercher les disparus, donc je suis bonne fille, je prends un billet, je vais à Genève, je trouve un logement, je vais aux archives, je dis je travaille sur la question des disparus, de la recherche des disparus, on dit oui, il y a eu une grosse mission
1963, une grosse mission du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge. Il y a 1 million de cartons, je sais pas, 50 cartons, je ne sais pas très bien combien. Et je commence à les lire, à regarder, à détailler, à saisir exactement quelle était l'affaire. Je réalise qu'effectivement, le Comité international de la Croix-Rouge intervient en Algérie de nouveau à partir de 1963, qu'il y a un accord avec le premier président Ahmed Ben Bella en mars 1963, février-mars 1963, et que cet accord stipule que le CICR va notamment rechercher les disparus, pas de toute la guerre, mais de ce qu'on appelle la période transitoire de 1962, entre le cessez-le-feu du 19 mars et l'indépendance du 3-5 juillet 1962. Donc ça, c'est l'accord entre le CICR et Ben Bella, et je découvre qu'en réalité, le CICR, finalement, choisit, je pense, choisit de son propre chef, en tout cas, je ne trouve rien qui va dans un autre sens que celui-là, de ne rechercher que les disparus européens de la période transitoire. L'idée, dans les échanges que l'on peut lire de ce qui se passe à l'intérieur du CICR, c'est que la question est à un moment posée à Genève, mais quand même on va chercher aussi ce qu'on appelle les musulmans, donc les Européens et les musulmans, et la réponse est non, on ne va pas les chercher parce que d'abord ça nous entraînerait très loin, ça serait une toute autre proportion de personnes qu'il faudrait chercher, et puis ça n'est pas conforme à l'esprit de cet accord. Mais il n'y a pas quand même quelque chose dans l'accord qui a l'air d'indiquer que Ben Bella ne souhaite pas que le CICR recherche les disparus. Moi j'ai cru que ça pouvait être ça l'hypothèse. Ben Bella affirmant la souveraineté et disant c'est à nous de faire, mais il n'y a rien qui va dans ce sens. Il y a vraiment l'idée assez naturelle pour une organisation internationale de cette période-là que malgré tout son rôle c'est d'abord les populations européennes, et je ne peux pas vous cacher que cette masse de cartons qui du coup finalement n'allait me parler que de ces disparus qui sont déjà les disparus que l'on connaît le mieux finalement, qui sont déjà ceux sur lesquels il y a une bibliographie, il y a des ouvrages très importants, parfois très précis sur ces disparus, mais qui n'allaient rien me dire sur les autres. Et bien en fait, à un moment donné, ça m'a mis un peu en colère. C'est-à-dire, je me suis dit, bien sûr, je pourrais commencer à lire pour essayer de voir si par chance, au milieu de quelques cas, les gens du CICR n'ont pas trouvé un ou deux corps algériens qu'ils auraient du coup identifiés, etc. Mais moi, ça va me prendre des mois de traiter cette masse pour essayer de trouver 2 ou 3 bribes utilisables. Et à un moment donné, quand même, le fond de l'affaire, c'est que nous avons à la fois une bibliographie qui est un peu inégale et qui a privilégié certains groupes plutôt que d'autres, parfois pour de très bonnes raisons que l'on comprend très bien, mais elle en a négligé d'autres en le faisant. Et on a aussi un matériel archivistique qui n'est pas le même quand il s'agit des populations européennes par exemple et des populations algériennes du pays. Du côté de la bibliographie, je l'ai dit, on a des inégalités qui sont assez importantes. Par exemple, dans l'historiographie française qui parle de la fin de la guerre d'Algérie, puisque c'est ainsi qu'elle est nommée en France, et encore une fois, ça se comprend très bien, le phénomène massif de cette année 1962, c'est le départ d'une grande partie de la population française d'Algérie, 650 000 Français d'Algérie sur 1 million, la majorité viennent s'installer en France. Donc la question, c'est la question de ces personnes qui arrivent, de la façon dont elles sont accueillies, de la façon dont elles sont intégrées ou pas bien dans la société. Et puis, depuis quelques années, parce que aussi c'est une exigence de la société française, au-delà de la question de ces Français d'Algérie qu'on appelle aussi les pieds noirs, la question de ceux qu'on appelle les harkis, les anciens supplétifs de l'armée française, ou plus généralement, puisque la catégorie a tendance à s'élargir en 1962, tous ceux qui, à tort ou à raison, sont accusés d'avoir collaboré avec l'occupant et qui, pour une part, mais pas pour la totalité, en 1962, quittent l'Algérie pour s'installer en France. Donc il y avait cette idée d'une confrontation malgré tout à une documentation à la fois archivistique et de références bibliographiques qui quand même, dans son ensemble, avait l'air d'ignorer le phénomène majeur. Et le phénomène majeur,
Il n'est pas non plus beaucoup raconté en Algérie pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, en tout cas pas dans l'espace public, mais par contre, il existe partout, et presque j'allais dire dans toutes les familles, sous la forme de récits intimes, de récits personnels, de récits familiaux, de récits qui ont trait au quartier, à la ville, parfois à la rue ou même à la maison, et racontent des histoires de famille. On aurait en quelque sorte deux formes d'histoire un peu différentes, une grande histoire politique avec des événements, le cessez-le-feu, la période transitoire, l'indépendance, l'installation des autorités algériennes, et puis une connaissance qui serait une connaissance intime et une connaissance familiale que vous ne pouvez pas faire surgir simplement en posant des questions vagues, mais par contre que vous pouvez commencer à faire surgir si vous avez réfléchi à des questions beaucoup plus précises, des questions sur la maison. En 1962, si vous demandez en 1962 qu'est-ce qui s'est passé pour vous, peut-être vous allez récupérer des réponses assez floues, mais si par contre vous commencez à dire votre maison, vous avez déménagé en 1962, est-ce que vous avez fait partie des gens qui ont occupé des logements laissés par les Français qui sont partis? Est-ce que dans cette maison vous avez trouvé des objets? Est-ce que vous avez trouvé de la vaisselle? Est-ce que vous avez trouvé des photographies? Au moment des festivités du 5 juillet 1962, vous étiez où? Vous étiez dans quelle rue? Dans quel quartier? Tout d'un coup, vous allez faire surgir des histoires très différentes. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a ce type d'histoire qui jusque-là ne circulait pas dans la sphère publique. Il y avait une sorte d'obsession en écrivant ce livre qui était vraiment l'idée qu'un peu contre cette histoire principalement faite des départs et des histoires tragiques de 1962, moi je voulais raconter une histoire des gens qui restent en fait. Voilà, qui est-ce qui reste en Algérie, quelle est leur histoire, et si c'est une histoire joyeuse, heureuse, victorieuse, vengeresse, que sais-je, et bien, à un moment donné, on peut aussi raconter, étudier en historien cette histoire, mais il y a un paradoxe au fait qu'on a un phénomène révolutionnaire qui, en quelque sorte, réussit, pas en quelque sorte, je retire en quelque sorte, c'est encore vraiment une précaution curieuse et comment dire, une gêne à dire à un moment donné, il y a un phénomène révolutionnaire qui réussit en 1962 et qui atteint son objectif qui est l'indépendance du pays. Et donc, vraisemblablement, il est possible que l'on trouve des histoires victorieuses et des histoires heureuses qui sont assez radicalement différentes des histoires tragiques. Donc cette histoire des gens, l'un des objectifs était de la raconter à travers autant d'itinéraires individuels que possible, puisque je me suis dit qu'à défaut d'archives, j'allais peut-être me concentrer sur des personnes. Alors peut-être pour donner un peu de concret à cette histoire, je vais vous parler de 3 personnages en dessinant un peu plus que je ne le fais dans le livre leur parcours. Il y en a dont je connais le nom, il y en a dont je ne connais même pas en réalité le nom, mais pour montrer un peu de quel type de matériaux est faite l'histoire que j'ai essayé de raconter dans le livre. Le premier itinéraire, c'est celui d'une femme dont j'ai fini par découvrir qu'elle s'appelle Aïcha El-Ayaïda, qu'elle est originaire de la région de Borj Gdir, près de Borj Bouarelij en Algérie, de l'Est, pardon, et qui serait l'autrice d'un poème chanté à la fin de la guerre dans la région de Borj Bouarelij, ou au moins d'une partie de ce texte, un texte qui aujourd'hui encore est très célèbre en Algérie et est vraiment encore aujourd'hui dans le corpus des chansons de la Révolution important. Important pourquoi? Notamment parce qu'il a été enregistré sous la forme d'un disque en 1963 par un chanteur qui s'appelle Abdel Ghani Chir, lui-même originaire de la région de Stif, et qui s'appelle Tayara Safra. Dans cette chanson, Aïcha El-Ayaïda raconte la mort de son frère, Brahim, qui a été tué dans un bombardement au Maki. Elle évoque notamment Tayara Safra, l'avion F-6, je crois, fréquemment utilisé pour les bombardements, avec ce refrain répété, Tayara Safra, Hibsi Madrabnish, Andi Fard Khoy, Yemma Matadnish, Allah Allah, Rabbi Rahim Shuhada. Et ce texte
dont elle est l'autrice devient progressivement, vraisemblablement par ajout d'autres paragraphes, un texte long qui raconte des épisodes différents, parfois des choses très quotidiennes de la guerre, comme la façon dont une famille peut accueillir un combattant maquisard. Jundi Lijana Tarahmadul Fresh, on lui a fait, le soldat qui est venu, on lui a fait le lit. Quand il a entendu la France venir, il n'a pas bu son café, il a filé pour échapper à la France. Et ce texte, pourquoi c'est une histoire de 1962? Parce que son histoire, en quelque sorte, elle est de part et d'autre de 62, que c'est un texte qui est encore mouvant pendant la guerre, susceptible d'ajouts, d'épisodes peut-être un peu même incohérents, comme souvent dans les chansons les uns par rapport aux autres, on s'y déplace d'un endroit à l'autre, mais qu'il est enregistré immédiatement après l'indépendance. Donc en quelque sorte, il est fixé et il fait écho à ce qui est quand même une des grandes caractéristiques des manifestations collectives de 62, et y compris les manifestations de joie. C'est que même au cœur des manifestations de joie, même dans les moments de ferveur et de délire festif, le 5 juillet par exemple, au cœur de la festivité, on a cette invocation des martyrs. Et on a, ça a été un peu oublié par beaucoup de témoins aujourd'hui, mais on en retrouve des traces si l'on cherche bien, au milieu de Tahiyat Jazair, il n'y a qu'un seul héros, le peuple, on a aussi ce slogan de 1962, Allah yarham shuhada, que Dieu ait pitié des martyrs, constamment chanté dans toutes les manifestations, y compris festives dans le pays. Alors, comment on trouve la trace de Aïcha Aïda? En fait, en regardant la télévision, parce que parfois, pour les historiens, qui ne sont pas toujours en mesure d'aller faire les enquêtes de terrain que l'on voudrait, surtout partant de Covid, les journalistes peuvent aussi être des appuis très importants. C'est une des matières premières de l'histoire du temps présent que la presse. Aujourd'hui, évidemment, à la presse s'ajoute la télévision, et s'ajoute aussi à la télévision le fait de pouvoir retrouver certains reportages sur YouTube. Donc pour moi, c'est comme ça que j'ai finalement identifié, vraisemblablement, il faudrait peut-être me vérifier, le nom de l'auteur ou de l'autrice de cette chanson. Un deuxième personnage que je trouve particulièrement intéressant est un personnage qui pour moi n'a pas de nom. C'est un homme de la ville de la localité d'El Welja, dans l'Aurès, dans l'Est algérien de nouveau. Il apparaît dans un film documentaire, et ça aussi ça fait partie des sources que j'ai beaucoup utilisées, les entretiens réalisés par d'autres que moi et à d'autres époques que moi. Donc dans un film de Marceline Loridan Evans et Pierre Sergent en 1962 qui s'appelle Algérie année zéro. Parmi les images passionnantes de ce film, il y a quelques minutes durant lesquelles les documentaristes discutent avec un homme dans le petit hameau d'El Welja. Et cet homme dont on ne connaît pas le nom et dont on entend à peine la voix parce qu'il est doublé dans le film et que bien sûr on n'a plus les originaux des rushs de ce film, on l'entend raconter comment sa famille a été déplacée par la violence et par la guerre, qu'elle vient de se réinstaller dans ce village qui est en ruine, qu'elle vit dans une situation extrêmement difficile, et on l'entend raconter comment pendant la guerre, la colonisation a enlevé les familles ou a poussé les familles vers d'autres localités. J'ai une suspicion qui est que cet homme est le même, qui a également été interviewé par une des associations de la Croix-Rouge qui s'appelle la Ligue des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge, qui a publié plusieurs petits textes dans le but de susciter des dons pour aider le pays au moment de son indépendance, puisque dans le même village est interviewé un taleb qui raconte son histoire, celle de sa famille et celle des villageois qui vivent autour de lui. Si c'est bien le même homme, alors on a affaire à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui et qui joue un peu le rôle d'intermédiaire, qui joue un peu le rôle d'informateur aussi sur ce qui se passe dans le village, et qui raconte comment l'aide alimentaire arrive durant l'année 1962 au compte-gouttes dans un village comme celui-ci qui est assez reculé et difficilement accessible. Donc encore une ville
encore une histoire qui nous raconte quelque chose d'à peine saisissable, d'une réalité qui n'est pas celle d'Alger, qui n'est pas celle des grandes villes, qui nous amène loin et qui ne nous laisse même pas un nom, cette fois-ci, pour se raccrocher, mais qui nous laisse cette bribe de voix qu'on peut entendre dans le documentaire, en dessous de la voix qui le traduit et pour lequel on peut entendre quelques mots. Une troisième vie qui m'a beaucoup intriguée, finalement je n'ai pas vraiment raconté dans le livre parce que je pense que c'est une quête qui va continuer. C'est celle de quelqu'un que j'ai découvert d'abord dans un rapport de police dans les archives françaises, dont j'ai découvert le nom, ou plutôt le nom déformé, dans une archive de police, parce qu'en 1962, on a ce qu'on appelle des effervescences, c'est-à-dire des moments où la population algérienne manifeste, se réunit, chante, s'en prend à des signes d'autorité, tente de déborder les quartiers strictement algériens pour aller à la confrontation avec les autorités françaises et essayer de, en quelque sorte, d'étendre son occupation de l'espace, même avant les grandes festivités de l'indépendance. Et en avril 1962, avril et mai 1962, on a beaucoup de ces effervescences dans les lycées, où les lycéens algériens s'opposent très fortement aux lycéens français, influencés par l'organisation armée secrète, tandis que les lycéens algériens sont très influencés évidemment par le Front de libération nationale. Dans un des lycées d'Alger qui s'appelle le lycée de Ben Aknoun, ou plus exactement dans la banlieue d'Alger, tout d'un coup on a une telle effervescence des lycéens parce que l'un de leurs surveillants d'internat, un certain Moussa Hamine, a été tué par l'OAS et que les étudiants manifestent en protestation contre sa mort. Ils vont à la confrontation avec les lycéens français et finalement assez rapidement le lycée doit être fermé et tous les internes renvoyés chez eux. J'ai eu un peu une intuition en lisant le livre de Abdelmalek Sayad et Pierre Bourdieu, tout d'un coup que peut-être le Moula Hamine auquel le déracinement est dédié était peut-être le même que ce prétendu Moussa Hamine évoqué par la police, qui m'a été ensuite confirmé par les mémoires d'un ancien lycéen de Ben Aknoun, Tayeb Sharif, qui raconte justement cet épisode en tant que lycéen, qui raconte le fait d'apprendre ces nouvelles, du résultat en quelque sorte de cette dernière période de violence de la guerre, cette tension accrue à Alger. On aurait la même chose à Oran, on a la même chose à Sidi Bel Abbès, à Annaba. Il y a peu de villes qui sont épargnées par cette violence de fin de guerre qui pour lui se traduit par le fait que son surveillant d'internat est tué d'une part et que d'autre part un autre enseignant est également assassiné. Il raconte comment les internes algériens se barricadent pendant une ou deux nuits dans l'internat pour empêcher les lycéens français ou des militants de l'OAS de rentrer dans l'internat parce qu'ils ont peur d'être assassinés tout simplement, et que le lendemain le lycée est fermé et ils rentrent finalement passer cette période auprès de leur famille pour en quelque sorte les préserver de cette violence de fin de guerre. Donc vous voyez comment alors après j'ai trouvé par hasard, après avoir fini le livre, après l'avoir présenté, d'autres personnes qui pouvaient eux aussi témoigner de ce parcours de Moula Hamine, au sujet duquel je ne sais rien de plus. C'était un étudiant de sociologie, c'était un ami de Pierre Bourdieu et Sayad, c'était un surveillant d'internat, il a un nom, il a des gens qui l'ont connu. J'ai appris par hasard, par Facebook, qu'il avait une école à son nom, l'ancienne école Paul Bert s'appelle aujourd'hui Moula Hamine. Mais pour le moment, je cherche encore à reconstituer cet itinéraire. Et je me dis qu'à travers, en quelque sorte, cette addition d'itinéraires et cette quête un peu obsessionnelle pour essayer de trouver sur quelques parcours autant de détails que l'on peut trouver, finalement, il est possible de raconter une histoire qui soit une histoire collective. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de doutes aussi. Hein. Un de mes doutes principaux, c'était celui de savoir, par exemple d'un point de vue de sociologue, cette addition de parcours individuels, de mémoire individuelle,
Ça ne va jamais nous donner, par exemple, des proportions. Ça ne va jamais nous dire combien vivent dans la terreur de l'OAS, combien sont des militants actifs ou deviennent des militants actifs en 1962. Ça ne va pas nous dire aussi, par exemple, lorsqu'il s'agit de lire les mémoires d'anciens combattants et de découvrir comment ils ont vécu leur démobilisation. Vous avez des récits qui sont extrêmement hétéroclites. Certains vous racontent, par exemple, le moment où ils ont appris le cessez-le-feu du 19 mars par la radio, dans une joie et une effervescence extrême, où tous les camarades tombent dans les bras les uns des autres. D'autres vous racontent comment, même s'il y a de la joie, c'est quand même un moment en réalité extrêmement douloureux. Vous êtes encore dans la montagne, 5 minutes avant, 1 heure avant, une journée avant, vous avez encore des camarades qui ont été tués. C'est la fin de la guerre. Vous avez souffert durant les 2 dernières années de la guerre menée par le général de Gaulle avec pour but de nettoyer complètement les maquis. Beaucoup de vos camarades sont morts de faim. Vous êtes vraiment des survivants d'une guerre atroce et vous êtes vraiment des affamés. Cette annonce de la fin de la guerre, pour beaucoup de gens, c'est aussi une peine immense en même temps. C'est le moment où des gens se mettent à pleurer et pleurent enfin la totalité des morts accumulées de la guerre. C'est vrai pour les anciens combattants, mais c'est vrai aussi dans les familles. Et donc on a ces récits qui ont l'air de ne pas correspondre les uns aux autres, de ne pas forcément se répondre. Et donc la question c'était un peu, voilà, qu'est-ce que je fais de ces parcours individuels très hétéroclites qui me font que finalement raconter des vécus très différents? Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est les agglomérer, de les mettre ensemble, par exemple dans un chapitre sur la démobilisation. Est-ce que ça va nous donner une idée d'écrire un chapitre qui est qui est tissé d'un ensemble d'histoires individuelles? Alors peut-être il y a 2 réponses à ça. Une des réponses, elle s'est trouvée dans l'écriture. Voilà, je pense qu'on peut trouver des façons d'écrire qui permettent de sélectionner quelques parcours, s'attacher à quelques parcours particuliers, les tisser les uns aux autres pour finalement explorer un peu l'ensemble des différents cas de figure qui peuvent exister pour chaque histoire. Elle s'est réglée aussi, autant que faire se peut, par la comparaison. C'est-à-dire que finalement, je reprends mon exemple de la démobilisation des soldats de l'armée de libération nationale. Ce qui a été vraiment riche pour moi, ça a été de découvrir à quel point cette fin de guerre algérienne, elle est comparable avec d'autres fins de guerre. Finalement, des combattants qui, au moment de l'annonce de la fin de la guerre, sont dans une joie immense, mais sont aussi dans une douleur très grande, un deuil très grand ou un désarroi très grand. C'est quelque chose que l'on retrouve au sortir de toutes sortes de guerres très différentes les unes des autres. La guerre d'Afghanistan en URSS, la Seconde Guerre mondiale française, la guerre de sécession des États-Unis. Et donc on sait que quelque part, on est en train d'inscrire, même dans ce caractère disparate, cette guerre-là et cette histoire-là aussi dans une histoire plus générale des guerres. Donc il y avait cette question d'itinéraires individuels et de l'agglomération d'itinéraires individuels. À la fin du livre d'ailleurs, à la fin de la rédaction, il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé dans d'autres livres d'histoire. Vous savez, quand on écrit un livre, on va chercher d'autres livres qui peuvent peut-être, je sais pas, nous servir de modèle, ou on y puise des inspirations de solutions. Voilà comment fait quelqu'un pour, je sais pas, présenter ses sources. Tiens, je vais... et je n'ai pas trouvé de livre qui faisait ça. Moi, j'avais envie d'avoir une liste des personnages. Je trouvais que j'avais vécu avec ces personnages pendant des mois. Je m'étais obsédée pour savoir si Moula Hinin, c'était Moussa Hinin ou Moula Hinin. Je m'étais obsédée pour jusqu'à trouver dans un coin de YouTube le nom de Aïcha Hayaïda. Et je voulais pouvoir avoir une liste de ces personnages qui indique le côté disparate de toutes les sources que j'avais pu utiliser, mais aussi pour que dans un endroit, il y ait un peu quelque chose qui les rassemble et qui fasse que pour d'autres chercheurs dans longtemps, peut-être on pourrait repartir de ces traces-là pour essayer
de creuser davantage et de mieux connaître leur vie. Peut-être une des choses qui m'a étonnée, c'est à quel point en suivant les parcours de vie, finalement, on trouve des phénomènes massifs que l'on ne connaissait pas auparavant. Il y a des phénomènes que je ne comprends toujours pas, que je ne connaissais pas avant d'écrire ce livre. Je vais prendre un exemple. Celui du retour des réfugiés. Cette question du retour des réfugiés est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en Algérie du tout. Alors aujourd'hui, je crois que je commence à comprendre pourquoi, je ne suis pas très sûre. En réalité, cette question des réfugiés, elle a été fondamentale. Elle pourrait presque se dédoubler en deux questions. Les réfugiés internes ou les déplacés à l'intérieur du pays et les réfugiés à l'extérieur du pays. Les moins nombreux, c'est les réfugiés à l'extérieur du pays. À la fin de la guerre, on a entre 300 et 350 000 réfugiés qui sont présents en Tunisie et au Maroc. Ce sont vraisemblablement plus de 170 000 réfugiés qui sont présents en Tunisie à la fin de la guerre. Ils sont présents pour leur majorité dans des camps de réfugiés qui sont dans la zone frontalière, notamment dans le bec de Canard que fait la frontière au nord entre l'Algérie et la Tunisie. Mais il y a un enjeu très grand. Ils ont été pris en charge dès les débuts de leur arrivée au milieu de la guerre par d'abord le Front de Libération Nationale et à partir des indépendances de la Tunisie et du Maroc par les Croissants Rouges tunisiens et marocains. Et puis à mesure que la guerre s'est durcie et que l'armée française a créé des zones interdites en Algérie, leur nombre n'a cessé de croître. À partir de 58, 59, 60, on a une implication très forte des organisations internationales, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU d'une part, et son allié sur le terrain, son allié opérationnel, qui est cette fameuse Ligue des sociétés nationales de la Croix-Rouge. Pourquoi ils interviennent? Un peu parce que c'est l'époque où on leur fait reproche de ne s'intéresser qu'à des réfugiés européens, et que donc on choisit quelques cas un peu emblématiques pour faire la démonstration que l'on intervient aussi dans des pays du Sud, et l'Algérie fait partie de ces cas emblématiques. Donc à partir du moment où le cessez-le-feu est signé le 19 mars, la question c'est voilà, comment ces réfugiés vont-ils rentrer? Et surtout, l'enjeu c'est comment faire qu'ils ne rentrent pas par leurs propres moyens. Pourquoi c'est très important, c'est vital qu'ils ne rentrent pas par leurs propres moyens? Parce que le long des frontières, on n'a pas en réalité une ligne à traverser, on a une zone frontalière qui peut être à certains endroits large de plusieurs dizaines de kilomètres et qui est presque entièrement minée. Pendant la guerre, l'armée française aurait posé environ entre 11 et 12 millions de mines antipersonnelles sur l'ensemble du territoire algérien, la majorité dans ces zones frontières. Donc les gens sont impatients de rentrer, les familles veulent rentrer, mais surtout il ne faut pas qu'elles le fassent par leurs propres moyens, et s'organise progressivement une opération de très grande envergure pour les rapatrier en 2 mois environ, de sorte que la majorité d'entre eux soient présents dans le pays au moment de l'indépendance, au début du mois de juillet. C'est une opération colossale, elle est colossale pour les organisations de secours international, elle est tellement colossale qu'ils installent des services médias en Tunisie et au Maroc. Alors en Tunisie, la dame qui s'occupe des médias, c'est une certaine Madame Wilson qui est canadienne. Alors, je ne vous cache pas, elle n'adore pas les Algériens, elle n'adore pas non plus les Tunisiens. Parce que tous ces braves gens sont extraordinairement mal organisés. C'est intéressant de lire ces rapports. Il y a des rapports où c'est parfois amusant. Voilà. Les réfugiés n'aiment décidément pas la soupe Campbell. Vous voyez les boîtes de soupe qui sont devenues célèbres par la suite. Ils ne l'aiment pas trop, mais quand on lui rajoute de la harissa, ça va mieux. Voilà. Mais en fait, l'enjeu de Madame Wilson, c'est qu'on sache et que les médias sachent que c'est le HCR et que c'est la Ligue qui organise tout ça, et que surtout, ils ne photographient pas les drapeaux du FLN.
qui sont en fait des drapeaux algériens, mais pour elle c'est des drapeaux du FLN. Et si ils pouvaient ne pas savoir que le préfet tunisien est venu, que les Tunisiens sont venus pour aider, que les Tunisiens ont contribué par des camions, par des bus, que les gens sont venus pour dire au revoir, que de l'argent a été donné aux réfugiés pour qu'ils puissent se réinstaller plus aisément, que de la nourriture leur a été donnée. Si on pouvait cacher le rôle du Front de Libération Nationale et du Croissant Rouge tunisien, pour elle ça serait mieux. Côté marocain, c'est un homme de médias égyptien qui s'appelle El Ayouti, qui n'a pas tout à fait le même rapport avec la situation dont il traite, mais on a une sorte de rouleau compresseur médiatique qui se met en branle avec quand même l'idée de bien mettre en avant le rôle de ces organisations internationales. De façon assez intéressante, une fois que j'avais découvert ce phénomène du retour, j'ai commencé de nouveau à poser des questions, à écrire sur le blog dont tu parlais tout à l'heure, un premier article qui a suscité des réactions, qui m'a permis de rencontrer des gens qui avaient été dans ce retour, qui avaient été des enfants réfugiés revenus avec les camions ou les trains de cette opération de retour. L'un d'entre eux, il se trouve, était l'un de mes collègues, Ahmed Abid, qui vivait à Oran, qui est décédé aujourd'hui, mais dont j'ignorais totalement qu'il avait été un enfant réfugié au Maroc et qui lui m'a raconté soigneusement ses souvenirs du retour, l'émotion qu'il y avait à rentrer du Maroc, la façon dont l'Algérie était pour lui une terre mythologique pendant toute son enfance. C'était le lieu où, depuis la région frontalière où il vivait, il entendait le bruit de la guerre. Donc l'Algérie était le pays de la guerre, mais c'était aussi le pays dont ses parents voulaient lui expliquer que vraiment ça allait être un pays extraordinaire. Notamment sa mère lui disait « les pommes de terre sont aussi grosses en Algérie qu'elles sont au Maroc ». D'autres enfants se souviennent d'avoir vraiment rêvé l'Algérie comme un pays où on allait pouvoir jouer. On a des témoignages enregistrés dont il ne subsiste aujourd'hui que des traces écrites et quelques traces sonores dans un film qui s'appelle J'ai 8 ans, qui est un court-métrage que vous pouvez regarder sur YouTube, d'enfants qui disent par exemple l'Algérie ça sera le pays où on peut jouer à tous les jeux. Et l'Algérie, ça sera le pays où on va pouvoir s'éduquer. Moi, je serai ingénieur, moi, je serai médecin, moi, je serai ambassadeur. Moi, je vais être infirmière et je vais pouvoir soigner les moudjahidines. Je vais pouvoir soigner les... Donc, on capte aussi dans d'autres sources tous ces rêves d'enfants des frontières pour lesquels l'Algérie a été le pays inaccessible. C'est assez intéressant que Ahmed Abid, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit « Mais est-ce que tu te souviens du HCR, est-ce que tu te souviens ?» Il m'a dit « Aucun souvenir. Moi, je me rappelle des drapeaux algériens. Je me rappelle du médecin algérien. Je me rappelle des gens de l'ALN. Je me souviens que voilà, ils étaient en position d'autorité et c'est ça qui marque sa mémoire. » Donc, d'une certaine façon, on a un récit inégal parce qu'évidemment, les archives ont tendance à écraser tout. Mais on voit bien comment on a une compétition entre deux récits. Le HCR, d'un côté, a très envie d'effacer l'expérience, en particulier l'expérience algérienne, mais de l'autre, les Algériens, eux aussi, choisissent en fonction, comme nous tous, ce qui, dans leur mémoire, est le plus significatif, le plus impressionnant, le plus émouvant. Et puis peut-être, pour finir, je la raconte tout le temps, cette histoire, parce que je trouve qu'elle est réellement bouleversante. Puisqu'il y avait un grand rouleau compresseur médiatique, on a un petit film de la première opération de rapatriement depuis le Maroc jusqu'en Algérie. Un petit film qui montre comment les familles rassemblent leurs affaires à Oujda. Alors à Oujda, il se trouve que c'est un train pour rentrer en Algérie et aller jusqu'à Mrania. On voit les familles passer les contrôles sanitaires, montrer leurs papiers, et monter finalement dans le train avec des ballots, avec des femmes qui à la fois tiennent leur voile, tiennent leurs enfants, tiennent le tamis pour faire le tam, pour voilà, ce qui est nécessaire à la vie, au minimum de la vie. Et puis au moment où le train part, il y a une femme sur le quai de la gare qui fait un signe, qui salue les gens qui partent. On ne sait pas si elle est marocaine ou si elle est algérienne, si elle attend son tour, ou si elle est venue pour saluer des gens qui quittent, comme par exemple les Tunisiens étaient venus pour saluer leurs voisins qui partaient. Et elle a l'air comme ça de faire un signe avec deux doigts.
sauf que si vous arrêtez l'image et que vous regardez un peu précisément, c'est ce signe-là qu'elle fait en saluant. Je me suis dit quand même, ce signe il est un peu étrange, peut-être que ça vaut le coup de creuser, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il y a ce signe-là. Et auprès de plusieurs anciens Algériens du Maroc, l'un d'entre eux a fini par me dire ce signe, il existait, on l'utilisait toujours. Depuis le retour du sultan Mohamed el-Khamis, on faisait ce signe-là pour dire la solidarité des 3 pays du Maghreb. Et cette femme, ce qu'elle vient de dire, pardon, je suis... ce qu'elle vient de dire, c'est comment cette petite anecdote de rien, elle vous dit à quel point les femmes aussi ont incorporé, elles ne vous font jamais de grands discours politiques, mais ce petit geste-là, il dit des années d'incorporation aussi, de vie commune, d'espoir commun. Et même si elle ne sort pas avec de grandes phrases, elle sort avec ce petit geste que vous reconnaîtrez tous, ou que vous en connaissez d'autres, ou vos grands-mères en ont d'autres. Mais ce geste-là, qui finalement, si vous cherchez suffisamment, vous allez pouvoir faire surgir aussi dans ces histoires, des histoires de femmes. Merci. Je pense que ton émotion se diffuse autour de toi. Et ben, je vais peut-être passer la parole au public d'abord et éventuellement je pourrais rebondir ou si les questions ne viennent pas tout de suite, mais les réactions. C'est toujours la première question. C'est très dur. Moi j'y vais alors peut-être. Voilà, si ça y est. Pourquoi, juste une question, pourquoi le sous-titre de votre livre c'est une histoire populaire? Est-ce que c'est pour faire un pied de nez à l'histoire officielle qu'on a l'habitude de... Ou bien c'est une histoire populaire parce que ça désigne des récits qui sont des récits de personnes communes et pas ni de notables, ni de héros de l'indépendance. Voilà, c'est la question qui m'est posée. Oui, ben c'est tout ça, à la fois l'histoire populaire par exemple. Alors celle qu'on cite toujours comme l'origine de l'histoire populaire, c'est le livre de l'historien américain Howard Zinn qui s'appelle Une histoire populaire des États-Unis. Lui, il écrit son histoire populaire contre une histoire étatique. Nous, on est ici au moment où l'État algérien naît. Et on n'est pas dans une situation où on a... quand je dis une histoire étatique, pour Howard Zinn, c'est une histoire vue par l'État. En fait. L'État, sa constitution, sa façon de gérer la population, sa façon de voir la population. À partir de 1962, on n'est pas dans une situation où on est écrasé par l'histoire vue de l'État, parce qu'en réalité, on n'a pas une historiographie de l'Algérie indépendante. On a quelques ouvrages maintenant, pas beaucoup d'articles, mais cette histoire de l'État non plus, on la connaît pas. Ensuite, l'autre référence, c'est celle des Subaltern Studies indiennes et d'une histoire des subalternes, au sens de Gramsci, les classes subalternes ou les groupes subalternes, classe ouvrière, les femmes, les minorités. Et ce qui, évidemment, en contexte colonial, pose la question de ces subalternes. Est-ce que tous les colonisés sont des subalternes? Est-ce qu'on peut être un bourgeois algérien soumis à la domination coloniale? Ces choses sont relativement complexes. Et pour nous, en 1962, la difficulté, c'est qu'on est au bout de la domination coloniale. Donc en fait, dire des subalternes au sens colonial, c'est justement ça le rapport qui s'inverse en 1962. C'est que les Algériens sont peut-être soumis à la domination coloniale en janvier, mais en décembre, ils ne le sont plus. Et néanmoins, malgré cette inversion, on continue à avoir un événement qui est connu d'abord par les anciens dominants. Donc il y avait cette idée vraiment de revenir à une expérience principalement algérienne, avec aussi la flexibilité encore de ce mot en 1962. Il y a des gens en 1962, d'un point de vue de nationalité, les choses sont encore un peu indéterminées pour eux. Il y a des Français qui restent. Est-ce que demain ils seront algériens? Est-ce qu'ils voudront l'être? Est-ce qu'ils pourront l'être? Ça sera réglé à partir de 63. En 62, c'est pas encore clair. Vous avez des gens qui, à la frontière marocaine, sont considérés comme des réfugiés dans la région du Tafilalet.
qui sont considérés comme des Algériens, puis 5 minutes avant le rapatriement, le HCR dit on arrête tout, ces gens sont en fait marocains, ils ne peuvent pas rentrer, ou des gens qui font le choix, qui choisissent de rester et devenir tunisiens, ou rester et devenir marocains, ou en profitent pour rentrer en tout cas se déterminent. Donc il y avait deux idées. Il y avait l'idée de placer la caméra en Algérie, ne pas suivre les gens qui partent, ne pas suivre ces parcours tragiques de départ, placer la caméra en Algérie, faire l'effort d'essayer d'aller vers des voix que l'on entend peu, la classe ouvrière, des gens de milieux sociaux modestes, les femmes, ne pas exclure les groupes qui peut-être se sentent, se vivent ou sont considérés comme étant à la marge de cette société algérienne de 1962. Ça ne marche pas toujours. Par exemple, pour les anciens combattants, je peux lire autant de mémoires d'anciens combattants que je veux pour essayer d'accroître au maximum le corpus en quelque sorte. À la fin des fins, à mon avis, tous les mémoires que j'ai lus étaient des mémoires d'officiers de la LN et pas des mémoires de simples Djoundi, parce que beaucoup d'entre eux étaient analphabètes et vraisemblablement n'ont pas écrit leur mémoire par la suite. Mais l'effort est là. L'effort est là d'essayer d'aller au plus près des personnes. Peut-être j'ai mieux compris cette histoire populaire dans les présentations de livres encore, justement parce qu'il se passe ce phénomène assez rigolo, que si vous mettez à parler des choses concrètes dans les présentations de livres, on en parlait il y a quelques instants, si vous parlez des objets, des assiettes, des meubles, des couvertures, les femmes prennent le dessus, elles interviennent, elles ont plein de choses à raconter, elles nourrissent ensuite la discussion, et de façon assez intéressante. Après, c'est un peu plus dur pour les hommes de re-rentrer dans la discussion. Donc on a une répartition de discussion qui n'est pas tout à fait la même que d'habitude. Et je me dis, ben voilà, peut-être là on a réussi quelque chose qui est de permettre que leur voix soit entendue aussi. Oui. Moi j'avais, alors moi-même je suis algérienne et qu'en effet je n'ai peut-être jamais vu dans ma vie, alors jamais entendu parler d'une histoire du peuple algérien de l'époque, de comment eux, autant que personne, autant que citoyens, ont vécu cette année 62 ou alors tout simplement l'indépendance, mais les livres et les discussions autour de la guerre ou de l'indépendance sont plus axés sur l'histoire politique du pays, donc c'est aussi très nouveau pour nous autant que jeunes Algériens. Par contre, moi, ma question, il me semble que vous avez aussi traité dans votre livre le sujet des départs ou alors des retours des Français de l'Algérie vers la France. Et moi, j'aimerais juste comprendre, du coup, selon vous, ces départs qui, on est d'accord, ont été organisés avant, pendant et après l'indépendance. Je parle notamment de ceux qui sont partis, on va dire, avant le 3 juillet, du coup, en 59, 60, 61. Est-ce que, selon vous, c'est juste pour ces Français-là un espoir du coup de retour dans le pays d'origine, ou alors c'est plutôt la peur de se retrouver face à des Algériens, on va dire la peur de revanche peut-être de ces Algériens-là, ou alors si on peut pousser peut-être un peu plus loin, ça sera plutôt la peur d'être traité en toute égalité avec ces indigènes qui sont aujourd'hui citoyens. Oui, merci pour cette question. Alors, juste dire peut-être qu'il y a eu un ouvrage de Benjamin Stora et Rochebrune, j'ai oublié son prénom, qui est l'histoire de la guerre d'indépendance vue par les Algériens. Le titre est un peu inexact, mais c'est un gros livre en 2 volumes, qui est fondé sur beaucoup d'entretiens réalisés par Benjamin Stora. Il se trouve qu'évidemment, lui, dans son parcours d'historien, il a rencontré beaucoup d'hommes politiques, d'acteurs politiques, il a aussi pu interviewer certaines femmes, mais c'est plutôt des gens dans des situations à responsabilité. Du coup, ça nous donne un récit qui, malgré tout, cherche à répondre aux grandes questions politiques, y compris celles que l'on se pose en Algérie, par exemple. La grande affaire politique pour les Algériens en 62, c'est la question de la crise interne du Front de Libération Nationale, et comment cette crise s'est déroulée et quelles sont ses conséquences aujourd'hui. Je ne vous dis pas combien de fois depuis le début de ce livre, les Algériens m'ont dit souvent tu vas nous régler la crise. Et tu vas enfin nous dire la vérité sur cette crise et tu vas
la crise. En fait, c'est que rien du tout, elle ne va pas du tout s'arranger, elle est là, ses conséquences, elles sont toujours là évidemment, et quelque part, on en a tellement parlé, il y a eu tellement d'ouvrages vraiment importants là-dessus, que moi je pouvais me permettre le luxe de ne pas m'intéresser tant à la crise qu'à ce que ça provoque comme émotion, comme doute, mais aussi pour rappeler que ce type de doute et d'incertitude au sortir d'un moment de si grande intensité et d'incompassion, c'est pas propre à l'Algérie. Et ça nous sort un peu d'un discours de malédiction où tout serait mal parti à cause de la crise, le parti. Alors il y a un personnage qui s'appelle Siazdine, qui est un des chefs de la région de l'Algérois, qui justement dans une interview avec Benjamin Stora, lui raconte qu'en gros, Thawra rahat meila, ou le bled rahat meila, elle est partie penchée, comme ce petit garçon sur un cheval qui part, il tombe, on revient dire à sa mère qu'il est tombé, et elle dit, il était parti penché, rahmeil, le pays rahat meila. Et donc tout est dans la malédiction de 62, et bon, vous comprenez qu'on peut être un petit peu lassé de ça aussi, et que le but était de raconter autre chose. La question des départs, oui, elle figure dans le livre. En France, on ne m'aurait pas, je pense, permis de ne pas en parler. Mais aussi, c'était très très important pour comprendre la dynamique de ce qui se déroule, parce qu'en réalité, on peut aussi raconter l'histoire algérienne des départs. 650 000 personnes qui partent en une année. L'histoire algérienne de ces départs, c'est des gens qui tout d'un coup se réveillent et leurs voisins ne sont plus là. L'immeuble est vide, la rue est vide, le quartier est vide, et du coup la question c'est, et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est vide, et alors il y a ceux à qui les voisins français ont confié les clés, qui ont continué à arroser les plantes, il y a ceux qui ont payé des loyers à des propriétaires français jusqu'à ce que le bien soit officiellement déclaré bien vacant, et ensuite ils ont payé des loyers à l'administration des biens vacants, il y a ceux qui ont occupé de but en blanc, il y a ceux qui ont occupé, puis ils ont déménagé, puis ils ont laissé, ils ont repris, ils ont trouvé autre chose, il y a ceux qui ont occupé. Alors souvent c'est des mères avec les enfants, ils ont occupé un logement et puis ensuite le père est venu, il a fait on n'occupe pas un logement qui n'est pas à nous, alors du coup on est sorti, mais en fait si seulement on l'avait occupé, qu'est-ce qu'on serait riche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on serait bien logé aujourd'hui, enfin vous voyez ce genre d'histoire. Pour répondre précisément à votre question, c'est un gros enjeu cette question parce qu'on a quand même une historiographie et beaucoup de récits individuels qui sont parus en France ou qui ont été médiatisés en France autour de la question de les Français ont quitté à cause de la violence du Front de Libération Nationale en 1962. Et là, il y a quelque chose qui va pas, il y a deux choses qui vont pas. La première chose qui ne va pas, c'est le fait qu'il y a de la violence de fin de guerre, et notamment dans l'interstice entre les deux autorités françaises et algériennes. Il y a du chaos, il y a du banditisme, il y a des enlèvements, ça ne fait aucun doute. Il y a aussi une violence extrêmement puissante de l'organisation armée secrète. Moi, je pensais que comme historienne de l'Algérie, j'avais 2-3 idées sur cette violence de l'OAS. Je ne savais rien. Je ne me rendais pas compte. Pourquoi je ne me rendais pas compte? Parce que comme c'est la toute fin de la guerre, et que tout de suite après, il y a l'indépendance, du coup, d'une certaine façon, cette violence de la dernière période de la guerre, c'est pas qu'elle disparaît des mémoires, mais elle tombe, son récit tombe dans le moment où on a très envie de tourner la page, collectivement, familialement, individuellement, et du coup c'est peu finalement raconté. Là par exemple, il faut vraiment aller dans des quartiers et demander aux gens qui vous disent tel bâtiment est à la clinique. Donc je demande, mais la clinique de quoi, de qu'est-ce, pourquoi? C'était en 62 la clinique du FLN. Pourquoi c'était la clinique du FLN? Parce que les attentats de l'OAS faisaient des blessés, les blessés étaient conduits dans les hôpitaux publics français et l'OAS venait achever les victimes dans les hôpitaux. Donc il fallait sortir les victimes des hôpitaux, les amener dans ces cliniques de fortune au cœur même des quartiers algériens, qui étaient quand même dans plusieurs villes assiégées pratiquement et avec des systèmes d'autodéfense pour espérer les sauver
d'une mort à l'hôpital, quand bien même leur chance de survie dans une clinique de fortune n'était pas très importante. Donc il y a cet effet de violence de l'OAS qui a tendance à disparaître, hein, vraiment, ou en tout cas on je le renvoie dos à dos. Moi je sais que j'ai été actrice de ça, c'est-à-dire il m'est arrivé dans le doute, pour ne pas risquer de minimiser la violence du FLN, de dire oui, enfin, de tout ça, c'est très compliqué, et hop, mais en fait non, pardon, voilà, on n'est pas dans quelque chose de comparable. Voilà. Et la lecture des sources de l'époque, elle est quand même saisissante. Je ne me rendais pas compte que des quartiers algériens étaient assiégés par l'OAS et bombardés. Je ne me rendais pas compte qu'on pouvait vivre avec des densités de population telles et des snipers qui abattent les gens à l'intérieur des quartiers. Qu'on pouvait avoir une journée des femmes de ménage où les femmes de ménage qui sortent des quartiers algériens sont abattues par des gens de l'OAS et que personne n'ose ramasser les corps de peur d'être abattu à leur tour. Enfin, vous voyez, ce type de violence-là, il ne peut pas être égalisé avec tout le reste. Maintenant, j'en viens, j'ai tourné pour arriver à cette question. Je pense que vous avez complètement raison, qu'il y a des décisions de partir qui sont des décisions pour des motifs immédiats de violence, de découragement et de chaos dans la situation du pays, de crainte aussi de gens qui entendent des rumeurs selon lesquelles le Front de Libération est des rumeurs fausses, je le précise, comme quoi le Front de Libération Nationale enlève les Européens pour les voler de leur sang pour soigner les blessés dans les cliniques du FLN. Et ça terrifie des familles françaises qui font le choix de partir. La question, c'est est-ce qu'il pouvait en être autrement d'une certaine façon? Faisons de l'histoire contrefactuelle. Est-ce que ces Français d'Algérie, dans leur majorité, il y a des cas de gens évidemment très engagés avec le Front de Libération Nationale, de gens qui ont fait le choix de l'Algérie, de gens qui sont morts pour l'Algérie, quand bien même ils étaient d'origine européenne, de gens qui étaient plus dans une position nuancée, mais collectivement, cette population française d'Algérie, elle a vécu dans un pays avec un statut racial et juridique inégal. Elle a malgré tout bénéficié d'un droit qui lui était extrêmement favorable. Elle a vécu dans cette mythologie ancienne d'être submergée par le nombre, le moment où les Arabes vont se révolter, où ils vont nous envahir, où ils vont nous tuer, avec des moments réels d'insurrection qui en quelque sorte viennent aussi justifier la terreur, ou la nourrir en tout cas. Et à un moment donné, la question c'est, collectivement, était-il prêt à vivre dans une république algérienne égalitaire? Non. Et ça se voit dans ces rumeurs. Cette rumeur du sang volé, c'est vraiment la rumeur de deux sangs impossibles à mêler, que l'on retrouve de façon très ancienne dans la littérature coloniale. Il ne faut pas mêler le sang, il ne faut pas diluer le sang français, il ne faut pas infuser le sang français avec le sang des Arabes, etc. Toute cette idéologie-là, elle rejoue en 1962 pour produire ces rumeurs terrifiantes avec des bribes de ce qui est propre à 1962, comme la question de la transfusion sanguine, par exemple, qui vient la nourrir. Donc, non, en réalité, on est bien dans une situation d'une indépendance qui promet à la population coloniale un pays dans lequel beaucoup d'entre eux ne sont pas prêts à vivre. Ce que ça pose comme question, pardon, je suis très longue sur cette question, c'est celle de savoir, et les quelques-uns qui sont restés. En fait, il y en a qui sont restés encore quelques années. Il y en a qui, dès 62, disent non mais nous, on va rester encore quelques temps, puis au bout d'un moment, on partira. Mais on va tenter l'aventure, et puis on verra bien ce que ça va devenir. Il peut y avoir toutes sortes d'options possibles, en fait, pour une famille française en 1962, qui vont du départ en panique, dans le chaos, souvent dans une violence très réelle, à ces choix et ces discussions avec des fois des couples aussi, des familles qui ne sont pas toutes d'accord les unes avec les autres, des jeunes qui veulent partir, des anciens qui veulent rester, des femmes qui veulent partir, des maris qui veulent rester, etc. Merci. D'autres questions? Merci Mélita. Si j'en crois ton introduction, enfin, tu nous as fait une
mes présentations, on voit véritablement une démarche ethnographique, quoi, et je trouve que voilà, je pense que tu as atteint ton but parce que c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre l'histoire. Je pense que c'est un parti pris très intéressant et à mon avis très fécond, j'attends de lire la suite. Mais ton introduction montre quand même un travail d'historienne, c'est-à-dire que ce découpage chronologique, est-ce que tu veux nous en dire plus? Parce que moi j'ai juste lu ça et tu nous montres bien que tu fais quand même un travail qui est proprement historien, c'est-à-dire que tu fais une chronologie très articulée de ça. Si tu peux revenir dessus. Oui, merci beaucoup, Ahmad. C'était une question au début du livre de savoir s'il fallait suivre un plan chronologique. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a une chronologie très marquée en fait pour cette année. On a en gros 3 dates ou 3 moments charnières. Le premier, c'est le cessez-le-feu du 19 mars. Le second, c'est l'indépendance de juillet. Alors je dis l'indépendance de juillet parce qu'on a 3 dates en fait. Le 1er juillet, le référendum d'autodétermination. Le 3 juillet, le transfert de souveraineté. Et le 5 juillet, les festivités officielles. C'est très important ce petit décalage de date parce que ça veut dire concrètement au moment des festivités du 5 juillet, les Français ne sont pas là. Ils sont bien sûr là dans le pays, mais on n'est pas en train de descendre un drapeau et de monter un nouveau drapeau. Au moment des festivités, le drapeau algérien, il est déjà là. Peut-être vous vous rappelez du discours de Patrice Lumumba au moment de l'indépendance du Congo. Il fait ce discours complètement extraordinaire. Le roi des Belges est présent et ça se voit à la caméra, il n'est pas content. Bon, il y a toute cette... Là, le roi des Belges n'est pas là. Enfin, si vous voulez, les autorités françaises ne sont plus là dans cette... Et du coup, il y a quelque chose qui est entre soi qui se joue. Ça se joue entre Algériens. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés ou qui sont exclus de la festivité, mais en être, c'est vraiment fondamental et fondateur. Et puis le troisième moment, la troisième date, c'est le mois de septembre et c'est en quelque sorte la résolution de la crise, la prise de pouvoir par le groupe dirigé par Ahmed Ben Bella et son allié, le chef de l'armée, Ouaili Boumediene. L'organisation d'élections législatives pour l'Assemblée nationale constituante sur des listes uniques, la proclamation de la République algérienne démocratique et populaire et la création du premier gouvernement dirigé par Ahmed Ben Bella avec la mise en œuvre du coup des autorités algériennes, la création des ministères, des administrations, l'organisation de la rentrée, des labours, et à toute vitesse si c'est possible, envoyer des gens se former partout. Parce que le problème fondamental, c'est qu'il y a des compétences en Algérie, il y a des gens qui sont formés, qui sont éduqués et en même temps, qui sont instruits, mais en même temps, on en a très peu. Et donc on a très peu de gens à placer au poste de responsabilité. Donc pendant les premiers mois, les ministres vont aller à l'aéroport, serrer les mains de ceux qui vont aller faire un stage pour être administrateur d'un hôpital, pour être à la tête d'une prison, pour être, alors je ne sais pas très bien comment on disait à l'époque, c'est pas informaticien, mais des gens qui allaient chez Bull faire des stages, des gens qui organisaient aussi en Algérie même des stages accélérés pour être instituteurs. L'école normale supérieure de Bouzrea organise un double stage français-arabe, moitié homme, moitié femme, pour essayer de faire sortir des moniteurs à la rentrée pour que, autant que possible, il y ait des instituteurs devant les classes. Et ces 3 moments, mars, juillet, septembre, dessinent en gros 4 périodes. La fin de la guerre jusqu'en mars, cette période transitoire voulue par le général de Gaulle qui ne veut pas que Évian soit l'indépendance, mais qui prévoit un référendum d'autodétermination qui pour les Algériens est quand même, comment dire, difficile à accepter parce que ça voudrait dire que les Algériens n'ont pas fait la démonstration qu'ils étaient pour l'indépendance. Vous comprenez qu'après 7 ans et demi de guerre, cette petite plaisanterie, voilà. Elle est très importante cette petite plaisanterie parce qu'en fait, elle donne l'illusion à l'organisation armée secrète qu'il est possible de faire dérailler le processus de paix, que peut-être en fait l'indépendance ne va pas avoir lieu en juillet. À partir du mois de juillet, la 3e période de l'année, c'est ce qu'on appelle en arabe, en français, la crise.
c'est voilà, la crise, là, c'est les combattants de l'extérieur rentrent, le GPRA rentre, ils trouvent des alliés sur place, ils avancent. À mon sens, il y a un problème d'interprétation sur certains aspects de cette crise qu'on voit beaucoup, comme aujourd'hui une question démocratique, une question de coup d'État. Voilà, il est bien possible qu'il y ait en effet un coup d'État. Il y a aussi un enjeu qui est un enjeu de toutes les sorties de guerre, qui est qu'on a des combattants à l'intérieur, armés, ils ne sont pas très nombreux, parfois ils ont vécu des années de guerre, et bien comme dans tous les pays du monde à la sortie d'une guerre, qu'est-ce qu'on fait de ces combattants? Voilà. Est-ce qu'on les renvoie chez eux? Comment on récupère leurs armes? Comment on les réinsère dans la société? Est-ce qu'ils se réinsèrent dans la nouvelle armée, puisque l'armée de libération nationale va se transformer en ALP, en armée nationale populaire? Est-ce qu'ils vont devenir des militaires de carrière ou pas? Tout ça, ça se joue. Et en fait, beaucoup des négociations dans la crise, c'est ça, hein, c'est l'armée qui rentre, qui discute avec les wilayas de l'intérieur pour définir les modalités de la reconversion de ces soldats. Et puis la dernière période, c'est le début de l'Algérie indépendante et le début des institutions. Donc il y avait une possibilité qu'aurait été d'écrire le livre en suivant en quelque sorte cette périodisation. Ce qui m'avait frappé en fait en réfléchissant au livre, c'était le fait que peut-être si on faisait ça, on donnait une très grande logique à des choses qui avaient tendance à déborder les unes dans les autres. À dire par exemple, il y a d'abord le temps de la fin de la guerre, puis le temps de la violence de fin de guerre, puis le temps de la crise politique, puis le temps des difficultés du début. Et en fait, on a là beaucoup défini les choses par le politique, encore une fois. Mais qu'en fait, il y avait des émotions, des expériences qui duraient dans le temps et que du coup, peut-être, il valait mieux proposer une organisation du livre par expérience, quitte à prendre le temps dans l'introduction de poser cette chronologie dans ce qu'elle a d'un peu mécanique comme ça, pour que les lecteurs soient ensuite capables de suivre les allers-retours que le livre fait dans la chronologie. Je prends un exemple, les expériences du deuil et de l'attente, elles ne commencent pas avec le cessez-le-feu. Il y a déjà des gens sans doute qui cherchent des morts, des corps, dès avant le cessez-le-feu, mais elles sont accélérées par le cessez-le-feu. Pourquoi? Parce qu'à partir du cessez-le-feu, les gens peuvent sortir de camps de concentration. Un quart des Algériens sont dans des camps de concentration à la fin de la guerre, ce qui quand même, on a tendance à oublier ce que ça signifie. Un tiers des Algériens ont été déplacés de force, en plus des réfugiés. Donc beaucoup de gens se mettent à bouger, des familles se réunissent, des combattants reviennent des maquis. Des gens sont libérés de prison, je ne peux pas vous dire de nombre parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver le nombre des détenus algériens des prisons et des camps de détention à la fin de la guerre. C'est peut-être un défaut de ma recherche, mais même dans des ouvrages dont c'est le thème principal, on ne trouve pas ces chiffres pour 1962. On parle certainement de dizaines de milliers de personnes, peut-être de centaines de milliers, je n'en sais rien. Tous ces gens rentrent et apportent avec eux des nouvelles. Mais ces retours qui provoquent au milieu des festivités aussi des deuils, du chagrin, des alternances de gens qui me disent on faisait un soir la fête, un soir on pleure, un soir on fait la fête, un soir on pleure, on faisait constamment le lave-linge émotionnel, mais ça ne cesse pas non plus avec l'indépendance, ça ne cesse pas non plus en septembre. En fait, on a encore des gens qui continuent de rentrer ou de se retrouver, et donc pour moi, c'était intéressant de donner à ces expériences-là un peu de durée, pour montrer que ça s'accélère, c'est très partagé en mars, avril, mai, juin, mais en fait, ça continue encore plus longtemps, et que beaucoup de ces questions, elles ne sont pas finalement réglées du jour au lendemain. La question des réfugiés, c'était intéressant pour moi d'aller encore au-delà, parce que finalement, beaucoup des réfugiés qui sont rentrés ne pouvaient pas se réinstaller dans leur village. Et du coup, ils ont parfois occupé les anciens camps de concentration qui avaient été libérés par ceux qui étaient à l'intérieur.
Donc on peut avoir des lieux qui ont été vides et re-remplis, et on a encore des reportages 63, 64, 65 de journalistes d'Alger républicain ou de Cheb ou de Moudjahid qui vont à la frontière tunisienne, ils vont à Tbessa par exemple, pour voir les conditions de vie des réfugiés et souligner qu'ils vivent encore sous des tentes, qu'il faut construire des maisons, que dans certains cas ils vivent encore dans des villages où ils sont, alors c'est le cas par exemple dans la région de Tlemcen près de la frontière marocaine, par exemple les gens de Sidi Boussaïd, Beni Boussaïd, pardon je suis influencée par le fait d'être à Tunis, les Beni Boussaïd retournent dans leur village. Mais en fait, ils sont coincés dans le village, ils ne peuvent pas cultiver leurs champs parce que les champs sont minés, ils ne peuvent pas aller chercher d'eau parce que le trajet jusqu'au puits est miné. On ne sait pas exactement comment ils vivent durant les premières années de l'indépendance. Ce qu'on sait en revanche, c'est que dans les documents liés à l'opération de déminage des mines de la guerre d'indépendance s'est achevée en 2017. Je répète, elle s'est achevée en 2017, après que les cartes des zones minées aient été remises par la France qu'en 2007. On sait qu'entre 2007 et 2017, les terres des Beni Boussaïd ont été rendues aux autorités civiles. Si quelqu'un veut un sujet en or, je ne sais pas, en sociologie, en anthropologie, que sont devenus les Beni Boussaïd pendant les 60 ans de l'indépendance? Où est-ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'ils sont restés dans leur village complètement dépendants de l'aide humanitaire et de l'eau et de la nourriture? Est-ce qu'ils ont migré vers les villes? Est-ce qu'en 2000, je ne sais plus quelle année, 2013, quand les terres ont été rendues, est-ce qu'il y en a qui sont revenus? Voilà. Ça serait un sujet... Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, je suis indienne, donc ça me rappelle beaucoup des histoires de partition qui mettent la question sur tout ce qui est le discours sur le nationalisme en Inde. Et donc, je voulais vous poser la question, comment est-ce que votre livre est aperçu par des Algériens, des différents groupes politiques, socio-économiques? Est-ce que ça met des questions sur le discours plus dominante? Et est-ce que vous avez peut-être des peurs? Parce que quand j'ai écrit, j'ai beaucoup peur que ça va être... Il y a des parties qui vont être instrumentalisées pour le discours que je ne suis pas convaincue par exemple. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup de cette question. Vous avez raison, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à la question de la partition, que je trouve que je n'ai pas suffisamment utilisé comme élément de comparaison, parce que je pense que ça aurait été vraiment riche. J'ai plutôt travaillé par exemple sur la question de Chypre, et notamment des travaux d'anthropologues qui ont travaillé sur la façon dont les maisons ont été réoccupées, mais avec après la partition, après la séparation des populations, avec des histoires ou dans les territoires grecs anciennement peuplés par des populations musulmanes qui, après la Première Guerre mondiale, ont rejoint la Turquie. Les affaires, par exemple, de maisons hantées, de maisons réoccupées par des gens, mais qui ne cessaient de dire que la maison faisait du bruit, qu'il y avait des gens qui étaient encore là, que faisaient-ils des objets, voilà. Et ça a un peu nourri, pas tellement les réponses que j'ai pu trouver, mais au moins les questions. Alors, est-ce qu'il y a un enjeu politique Alors, comment il est reçu en Algérie? Pour le moment, il est encore jeune en Algérie, parce qu'en fait, la date qui va être importante pour la France, la date c'est le 19 mars. Il y a de nouveau des petites choses qui se passent actuellement autour du 5 juillet, mais la date pour l'Algérie, ça va être le 5 juillet. Donc c'est pour ça qu'après Tunis, je vais à Alger pour voir comment ça se passe. J'ai déjà des réactions de gens qui sont quand même très dans l'émotion et qui se mettent à raconter des choses. Il pourrait, tu me l'as dit tout à l'heure, il peut y avoir un volume 2 dans quelques années, de gens qui, alors par exemple, enfin, je ne vais pas commencer à vous raconter des tas d'anecdotes, mais voilà, il y a énormément d'histoires qui, à mon avis, vont surgir. C'est-à-dire le fait de poser cette histoire populaire, là, comme ça, comme un livre, un gros livre dans l'espace public, ça autorise peut-être, j'espère,
des types de récits qui ne l'étaient pas auparavant. Est-ce qu'il y a un risque d'instrumentalisation politique? C'est toujours possible. Voilà, ça m'est arrivé, oui, c'était pas non plus gravissime, mais ça m'est arrivé un peu pour le premier livre que j'avais écrit sur Ali Boumendjel, où je passais beaucoup de pages à dire ça n'est pas une hagiographie, est-ce que Ali Boumendjel est un héros? Non, oui, etc. Mais le premier article de presse et le 500e article de presse, c'était enfin elle nous raconte l'histoire du martyr Ali Boumendjel, et y compris les choses fausses que j'analysais dans le livre étaient revenues. Il n'a jamais parlé sous la torture. Il a beaucoup parlé sous la torture, il a beaucoup raconté de choses fausses sous la torture, mais à la fin ça devient il n'a pas parlé sous la torture parce que vous ne pouvez pas dire autre chose. Moi je peux faire une analyse de 30 pages de ça, mais les codes du récit sont parfois plus forts que le travail que l'on peut faire, et c'est comme ça, voilà. On le jette là, les gens peuvent y accéder et ils en font aussi ce qu'ils veulent et ils en ont le droit. On m'a beaucoup dit en France, ce qui m'a un tout petit peu déroutée, tu vas avoir plein d'ennuis politiques en Algérie. Alors je ne sais pas très bien d'où ça vient. Oui, il y a des choses... il y a des choses qui sont des sujets difficiles à aborder. J'ai tendance à croire, et pour le moment ça se vérifie un peu, que si vous mettez les choses dans un gros livre de 500 pages, c'est plus dur à trouver. Mais ça marche pas mal avec les militants très dynamiques de l'Algérie française qui peuvent vous courir sur Twitter, etc. Je pense que c'est un peu problématique pour eux ce format. En fait, ils vont pas aller le lire en vérité. Donc, quelque part, on passe en dessous du radar par juste la masse que l'on propose. Enfin, c'est pas une solution très scientifique, c'est une solution juste de pragmatisme. Les trolls ne lisent pas les livres de 500 pages. En gros, je simplifie, mais c'est un peu ça. Donc, par exemple, il y a un chapitre sur un des sujets qui est quand même vraiment toujours douloureux en Algérie, qui est la violence entre le Front de Libération Nationale et le mouvement national algérien. Le mouvement de Messa el-Hadj, qui, je pense, a été quand même largement défait, vaincu avant 1962, mais il y a des militants qui sont encore là. Et en 1962, c'est pour eux une déroute doublement douloureuse. D'abord parce qu'il y a encore de la violence entre eux, et aussi parce qu'ils voient, et ils le disent dans les lettres qu'ils écrivent à Messa el-Hadj, cher père Msaleh, ils écrivent comment des fois leur propre jeunesse a tendance à partir dans l'enthousiasme du Front de Libération Nationale. Donc c'est un sujet qui est un sujet où encore aujourd'hui les gens peuvent se disputer dans des conférences, ça peut être très dur, mais j'ai pas reçu de remarques désagréables sur ce sujet, parce que je pense aussi que si vous racontez les choses non pas par l'affirmation il faut revendiquer une mémoire messaliste, c'est pas ça. C'est juste, moi c'est des archives qui m'ont beaucoup intéressée, parce que finalement des archives écrites à la main, des lettres écrites par les Algériens en 1962, j'en ai presque jamais vu. Donc ces lettres de militants messalistes qui sont conservées en France, parce que Messali était en France à ce moment-là, c'est des archives très touchantes de quelque chose qui se passe dans le pays, qui est pour eux tragique, mais qui aussi, si on les lit attentivement, nous disent quelque chose qui se déroule et qui est aussi, en quelque sorte, la continuation de leur défaite. Il me semble que par la complexité, on arrive quand même à désamorcer certaines choses, parfois. Oui, il y a une question. J'espère que vous n'avez pas posé ça au début, parce que je suis arrivé un petit peu en retard, mais je voulais savoir si vous pourriez parler un peu plus du rôle du HCR. Donc, moi, c'était quelque chose que personnellement je connaissais très mal, et je voulais savoir, je sais pas quand à quel moment ils sont arrivés, à quel moment ils sont partis, est-ce qu'ils s'occupaient aussi des déplacés internes, ou seulement les réfugiés à l'extérieur. Enfin, ouais, si peut-être que vous pouvez m'en dire un peu plus. Alors, le HCR n'intervient qu'à partir... j'ai écrit un petit article avec Benjamin White sur cette question-là, et on en a un deuxième en préparation, justement parce qu'on s'est dit, mais en fait, cette question elle est vraiment mal connue.
Donc il est maintenant accessible, je peux vous donner les références si vous voulez. Le HCR devient actif à partir de, j'espère que je ne dis pas de bêtises avec les dates, 59. Et il ne devient actif qu'avec les réfugiés qui sont en Tunisie et au Maroc. Parce qu'en réalité, les déplacés internes ne sont pas au sens de l'ONU, ils ne sont pas des réfugiés, ils sont des déplacés internes, donc ce n'est pas leur affaire. Et donc ils interviennent avec leur agent opérationnel qui est la Ligue des sociétés nationales de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est un continent. Hein. C'est le CICR. Alors, c'est pas le CICR. Le CICR, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. C'est lui qui s'occupait des recherches de disparus. C'est lui qui s'occupe des prisonniers. C'est la Ligue qui fédère tous les mouvements de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde. Donc, la Croix-Rouge française, le Croissant-Rouge algérien, tunisien, marocain, ils font partie de cette fédération. Et donc, l'allié, ils travaillent toujours ensemble, du HCR, c'est la Ligue sur le terrain. Aujourd'hui, ça s'appelle la Fédération. C'est la fédération. Et donc, eux, ils interviennent. Et à partir de 1959, je crois que c'est bon, à partir de juin 1959 jusqu'en juin 1960, c'est l'année internationale des réfugiés dans le monde. Et dans un premier temps, cette année des réfugiés dans le monde, elle se préoccupe beaucoup de situations européennes. Et donc, il y a un moment où quelqu'un leur dit peut-être que si vous faites que les blancs, ça ne va pas. Donc tout d'un coup, il y a un retournement de situation et on se dit c'est vrai, il faut qu'on montre qu'on est une organisation, pas seulement de l'Europe, mais du reste du monde. Et donc on rajoute des cas, notamment le cas algérien. Ce qui fait qu'il y a par exemple un roman de John le Carré, dont j'ai complètement oublié le titre, mais qui se déroule durant cette année des réfugiés. Vous avez dans les petits villages britanniques des gens qui donnent des vêtements, qui plient des vêtements pour les envoyer aux réfugiés de partout, notamment les réfugiés algériens. De quoi il s'agit pour cette aide? Il s'agit de lait, de nourriture, de couverture. On a souvent des réfugiés qui vivent dans des huttes faites de 10, donc des huttes qui sont très poreuses. Une fois qu'elles ont été cuites au soleil un été, elles ne sont plus étanches. Donc il faut quand même leur donner les moyens de vivre un peu plus confortablement. Il y a une aide éducative parce que ni le Maroc ni la Tunisie qui viennent d'atteindre leur indépendance ne sont en mesure de scolariser tous ces enfants réfugiés en plus de leurs propres enfants. Donc il faut qu'il y ait un soutien au système éducatif marocain et tunisien et qu'on essaye de subvenir à leurs besoins. Cette aide, elle est problématique parce que on aide dans des pays qui sont très pauvres. Et du coup, on risque de créer ce différentiel entre des réfugiés aidés à côté de populations qui sont moins aidées que les réfugiés et moins aisées que les réfugiés. Alors c'est beaucoup un problème au Maroc. Et du coup, il faut que j'arrête de dire beaucoup. En conséquence, on passe beaucoup de temps à trier les réfugiés pour trouver les faussaires. Ceux qui se feraient passer pour algériens, mais qui dans une logique qui est celle de beaucoup de systèmes humanitaires, hein, qui est aussi d'avoir une dimension un peu policière, où on veut classer, ordonner et veiller à ce qu'il n'y ait pas de gens qui bénéficient alors qu'ils ne seraient pas légitimes. Théoriquement, cette aide, elle va s'arrêter au moment où les réfugiés rentrent en Algérie. En revanche, tout le monde sait que ils vont rentrer dans un pays où le risque majeur de 62, c'est la famine, qu'il se peut qu'ils meurent de faim très rapidement après leur retour parce qu'ils n'auront pas où vivre, que l'économie est vraiment extrêmement désorganisée. Et donc en même temps que l'on pense la prise en charge et le retour, on essaie de penser des systèmes pour assurer un soutien un peu plus pérenne. Vous avez par exemple énormément d'associations qui sont, d'ONG plus petites, qui sont dans les deux pays, Save the Children, des tas d'organisations religieuses dont j'ai oublié le nom, Quaker Friends, des fédérations d'églises catholiques, des fédérations d'églises protestantes, qui suivent les réfugiés, rentrent en Algérie, laissent du coup la Tunisie et le Maroc sans ce soutien qui était pourtant pour eux important. Et même avec l'accord des autorités transitoires algériennes, se partagent le territoire pour avoir des zones sur lesquelles chaque organisation, la CIMAD par exemple également,
vont être plus actives. Donc voilà, vous avez tout ça qui se met en place. Il y a énormément de questions fascinantes. L'une des choses, c'est ce différentiel entre les réfugiés et les Marocains d'un côté, les Tunisiens de l'autre, et puis le différentiel aussi au passage de la frontière. L'aide qu'ils ont reçue n'était pas du tout extravagante, mais néanmoins, au moment où ils passent la frontière, les médecins le voient, ils sont en meilleure santé que les Algériens de l'intérieur, qui eux portent dans leur corps les traces vraiment des derniers mois de la guerre de façon beaucoup plus marquée en fait. Ils ont l'air un peu moins fatigués, un peu moins sujets aux épidémies, un peu moins dénutris que les populations algériennes de l'intérieur. Donc on a ces petites annotations-là qui nous permettent tout de même d'avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une autre question complètement fascinante, c'est la question de la Croix-Rouge et du statut des réfugiés en Algérie. Vous aviez des réfugiés en Algérie, c'est-à-dire des Espagnols, des Russes, des Espagnols de la guerre civile, qui étaient en Algérie et bénéficiaient d'un statut de réfugié en France. Au moment de l'indépendance, il faut suivre, hein, parce que c'est une histoire de transfert de souveraineté, ces réfugiés, la Croix-Rouge française se retire, le pays devient indépendant, il n'y a plus de Croix-Rouge française en Algérie. Le Croissant-Rouge n'est pas encore reconnu par le mouvement international de la Croix-Rouge. De toutes les façons, le Croissant-Rouge, il faut qu'il nourrisse tout le monde, qu'il aide tout le monde, il y a un tiers de la population qui n'est pas à sa place, il y a des réfugiés partout, enfin, ces réfugiés espagnols ou russes, ils ne sont que epsilon dans la masse des réfugiés. Et donc c'est quoi la solution de ce problème-là? C'est que la France rapatrie ces réfugiés. En fait, ils souhaitent, beaucoup d'entre eux, souhaitent, pas tous ne le peuvent pas d'ailleurs, ils souhaitent continuer à être réfugiés en France, parce qu'ils seront mieux réfugiés en France que réfugiés en Algérie. Et il y a tout un enjeu autour de la question de, ok, de qui sont-ils les réfugiés? Est-ce qu'on peut déplacer des réfugiés quand le pays cesse d'être la France mais devient l'Algérie? Enfin, vous voyez, ça pose des problèmes de souveraineté un peu inédits, ce changement. Et ils sont epsilon, hein, ils sont vraiment littéralement à la fin, en fin 62, il y en a 30. Mais c'est un vrai enjeu, la quantité de papier qu'on consacre à ces réfugiés, elle démontre le caractère vraiment fondamental pour la France, dont les autorités ne cessent de dire mais les Algériens ne nous répondent pas. Ben ouais, tu parles, Charles, ils ne vont pas vous répondre pour 30 cas, enfin, ils ne peuvent pas. Un ministère algérien en septembre 62, c'est 20 personnes, donc ils ne peuvent pas s'occuper de façon particulière de ces réfugiés avec leur statut de pas subalterne, de pas subalterne selon les mêmes termes qu'ils avaient avant l'indépendance. C'est une réponse qui part dans tous les sens, mais... Il y a d'autres questions? Alors, moi j'en pose une, et s'il y en a éventuellement une ou deux autres après, on les prendra, et puis sinon on s'arrêtera. Moi je voulais savoir si tu pouvais revenir sur cette question des corps, et sur cette question de l'effervescence, et du coup je prends comme support cette photo, peut-être si tu peux nous partir de là et nous en dire quelques mots, ce choix-là, et c'est une deuxième question mais, qui découle de celle-là, c'est la place de 62 après, parce que je sais que tu t'es intéressée à des parcours militants, mais pas que, et que aussi ton ouvrage sort aujourd'hui, et que tu continuais certainement d'enquêter ou de faire des recherches en 2019-2020, à un moment où 62 arrive aussi est ressaisi ou saisi ou réinvesti dans la rue aussi par ces personnes ordinaires qui sont au cœur de ton livre. Oui, merci pour cette question qui permet d'embrayer sur le passé tout récent. Alors la question des corps, d'abord c'est une question qui m'intéresse de longue date,
Et puis en fait, une des façons dont je suis arrivée à ce sujet, c'était en faisant des interviews un peu au long cours avec d'anciens militants de la post-indépendance. Et en fait, beaucoup d'entre eux ont été enfants en 1962, et donc ils racontaient, au moment d'évoquer 1962, alors d'abord, surtout si c'était des hommes, ils me disaient des choses un peu définitives, et un peu pour se débarrasser du problème, en me disant « Ah, 62, qu'est-ce qu'on était naïfs !» Et puis ils voulaient un peu se débarrasser du problème. Quand je leur disais, mais est-ce que quand même, vous pouvez m'expliquer où vous étiez, qu'est-ce que vous avez ressenti, c'est quoi pour vous 62 ? Moi je ne savais pas que j'allais écrire ce livre, donc c'était vague un peu, mais qu'est-ce que c'était pour vous 62 ? En fait, des fois, ils étaient un peu saisis par l'émotion. En fait, ils n'arrivaient pas à trouver, ils essayaient et ils ne trouvaient pas des mots assez grands. Mais ça se voit dans le corps, en fait. C'est-à-dire la personne, elle vous répond et elle commence à dire, elle commence à sourire, et elle vous dit... avec une dame à qui j'ai dit Mel al-Istiqlal 5 juillet كيفاش كانت قالت لي كلش صرات. Tout s'est passé. Alors débrouille-toi avec ça. Donc tout de suite on sent il faut que ce soit le corps qui parle parce que il n'y a pas de mots quoi. Il n'y a pas de mots pour dire c'était une dame qui me disait c'était, puis il n'y avait pas de mots, quoi. Il n'y avait pas de mots assez immenses. Donc le corps, il était là. Et puis, il y a la question du corps révolutionnaire. J'ai commencé à réfléchir aux festivités, j'ai commencé à réfléchir aux recherches de corps. Et je me suis dit, quand même, il me semble que j'entends, sans sombrer dans la mythologie des militants eux-mêmes, il me semble, ils décrivent des Algériens un peu comme des super-héros en 62, c'est-à-dire... on était capable de miracles, mais c'est concret hein, ces miracles. On était capable de créer une clinique du FLN avec rien, on était capable d'organiser le ravitaillement de notre quartier, des gens qui vous disent on ne dormait jamais, des gens qui vous disent j'ai découvert les boules caisses en 62, parce que comme on ne dormait jamais, il fallait dormir quand on pouvait. Une dame qui... Jacqueline Belfodja, qui travaille dans une des cliniques du FLN à Alger et qui conseille à ses collègues, qui s'en souviennent jusqu'à aujourd'hui, des boules caisses et un masque, et comme ça quand tu as 1 heure tu dors, parce que sinon tu vas tomber à un moment donné, parce qu'on est en train de réaliser des miracles et qu'il faut beaucoup d'énergie en fait pour faire des miracles. Donc je me suis interrogée sur la question du corps transformé, du corps énergisé, et c'est ce qui m'a amenée à travailler sur les festivités, en regardant beaucoup les vidéos et les films, en traquant un peu sur internet de façon obsessionnelle tous les films que je pouvais trouver des festivités. Il y en a plus pour le 5 juillet que pour toutes les fêtes d'avant, parce que 5 juillet c'est ultra photogénique. Alors là, tout le monde s'éclate, les journalistes s'éclatent, il y a 1000 photos de ce jour-là, mais on trouve des films un peu rares, il y en a qui n'ont pas le son. Et même si vous n'entendez pas le son, vous voyez bien le rythme. Les gens qui sont sur les camions et qui tapent comme ça sur leurs jambes, et puis vous entendez bien ce qu'ils tapent, c'est Tahriel, Jazair, et c'est la réponse au slogan de l'OAS qui est Algérie française. Donc, on réoccupe l'espace sonore par l'énergisation des corps, il y a ces corps mélangés, sur des camions, des hommes et des femmes mêlés qui dansent, qui répondaient un peu à certaines anecdotes que nous racontaient les témoins, sont des anecdotes un peu invérifiables, mais en tout cas qui existent, où tout le monde a dans sa famille une femme qui est sortie faire la fête 5 juillet pendant des jours, qui n'est pas rentrée la nuit, ou une femme qui a eu un enfant et elle est sortie faire la fête, elle a laissé le nouveau-né au Khadjet. Donc ces histoires-là, à un moment, je me suis dit, au fond, qu'elles nous disent quelque chose, elles peuvent être exagérées, elles peuvent être... Ça m'a rappelé, en sens complètement inverse, le travail de Jihan Sfair sur la Nakba et ce qu'elle appelle, pardon, le mot m'échappe, mais les fables, les légendes du départ, et notamment le départ des familles où l'on raconte comment une mère, croyant prendre son enfant, se trompe et une fois la frontière passée, se rend compte qu'elle a un oreiller sur le dos et pas son enfant et qu'elle a laissé son enfant. Et bien sûr, elle, quand elle a cherché, elle a vu, bon, qui c'est cette femme que tout le monde a connue,
qui a emporté l'oreiller à la place d'emporter le bébé. Et bien sûr, elle n'en a jamais trouvé. C'est une légende qui n'a pas besoin d'être vraie. Elle a besoin d'exister pour dire pour exprimer quelque chose. Et je me suis dit, au fond, mes femmes jeunes accouchées qui sortaient faire la fête, elles n'ont pas besoin d'exister. Elles existent peut-être, mais elles n'ont pas nécessairement besoin d'exister. Elles racontent une réalité de la transgression de 62, du mélange des corps et de ce qui était possible ces jours-là, qui n'était possible à aucun autre moment. Des fois, c'est moins spectaculaire. Il y a l'histoire de l'écrivain et du traducteur Mohamed Sari qui était dans un camp de regroupement. Et pour lui, la fin de la guerre, c'est pas le 19 mars, c'est pas 5 juillet, c'est une date qu'il ne nomme pas, qui est le moment où dans le camp, les Français partent. Donc un matin, les Français descendent le drapeau, ils montent dans leur camion, ils repartent, et les maquisards de la LL, qui observent depuis la montagne sûrement, arrivent. Alors il ne me dit pas combien ils sont, mais dans d'autres lieux, j'ai fini par comprendre, il a fallu quand même longtemps, que l'arrivée des maquisards de la LN, ça peut être l'arrivée de 2 personnes. Les maquisards, ils sont 10 000 dans le pays à la fin de la guerre, les survivants. Donc vous n'avez pas un bataillon qui arrive. C'est donc peut-être la LN, là, c'est 2 personnes. On remonte le drapeau, on chante Asamen, on chante Manteni, je ne sais pas, et puis on détruit les barbelés. On récupère les éléments de construction solide du camp pour éventuellement les réutiliser pour d'autres constructions, éventuellement pour les ramener dans les villages avec soi pour pouvoir reconstruire. Et on mange ensemble, en famille, dans sa famille à lui, on mange un bel caucus, les hommes, les femmes et les enfants à la même table. Ça n'était jamais arrivé, ça ne s'est pas reproduit par la suite, mais il y a ce mélange des corps qui, même dans un camp de réfugiés, même dans une famille de réfugiés, est possible. Après avoir écrit tout ce chapitre sur les festivités, je l'ai fini, je l'ai posé là, et est arrivé Hirak Chabi en Algérie en février 2019. Il y a eu un moment un tout petit peu bizarre où je me suis dit, ah, on refait. On a l'effervescence, on ne dort pas, même quand on est dans l'émigration, on ne dort pas. On est enthousiaste. On passe son temps à suivre sur Twitter les événements, les photos, on tweet, on retweet, on chante les chansons, on chante la Casa del Moradia, on chante pas Rasamen. On chante Rasamen aussi dans les manifestations. Et on est aussi très angoissé. Comme en 62, tout pareil. On a ce moment incroyable que sûrement les Tunisiens connaissent aussi, où il se passe quelque chose d'extraordinaire, ça stimule des conversations, de l'excitation, le manque de sommeil, mais aussi l'angoisse, mais aussi la peur, la multiplicité des possibles, comme en 62. Il pourrait se passer ça, ça ou ça, il faut que je fasse ça ou ça, je pourrais faire ça, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que c'est ça qu'il faut faire, est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire, est-ce qu'il faut raconter, écrire, ou vivre, ou parler, ou chanter, est-ce qu'il faut faire... Il y avait quelque chose de très troublant dans ce déroulement d'un mouvement d'effervescence similaire à celui que je venais de décrire. Et ce qui était peut-être le plus troublant, c'était le fait que en fait, la référence à 62, elle était là dès le début. C'est-à-dire, et moi je n'en avais pas connu. Alors peut-être en 89, peut-être dans le moment d'ouverture démocratique de la fin des années 80, on aurait trouvé cette référence à 62 qui après peut-être aurait été oubliée. Enfin, quand quelqu'un écrira ou contribuera encore aux écrits sur cette période de l'ouverture démocratique de la fin des années 80, peut-être qu'ils chercheront ça, ils trouveront ou ils ne trouveront pas. Mais en tout cas, là, la référence à 62, elle était très claire. On avait des gens qui sortaient dans la rue, qui étaient des gens âgés, qui sortaient avec des drapeaux qui avaient été cousus en 57, 58, soit il y avait des gens une personne, je me souviens d'une photo, qui était sortie avec un vieux drapeau, avec, comme dans les musées, vous voyez, un petit carton épinglé dessus qui disait le drapeau a été cousu par ma mère une telle pour les manifestations de décembre 1960. Et la personne sort avec ce drapeau-là sur ses épaules, ou des gens interviewés et qui disaient, je pense à un monsieur en particulier, qui ne veut pas répondre à l'interview, puis les jeunes l'amènent quand même devant la caméra,
et il fond en larmes et il dit qui m'a 62. On a tout ça, on a qui m'a 62. C'est vraiment le je ne suis pas sorti, je n'ai pas manifesté depuis 52 ans, mais là je suis sortie et ça ressemble à 62. Il y avait cet élément-là qui était assez troublant. Après, quand on est historien, c'est pas toujours une recette pour être heureux. Donc, si vous êtes en train d'écrire un livre sur 62, forcément, vous pouvez aussi vous dire que les moments comme ça, d'exubérance et de ferveur, il est un peu dans l'histoire logique de ce type de moment, qu'à un moment, ils aboutissent à une retombée d'enthousiasme, de dynamisme, voire une refermeture des possibles. Et que même si elle n'est pas toujours dramatique, elle est forcément douloureuse. Elle est forcément quitter une période révolutionnaire, quitter une période d'effervescence aussi intense, nécessairement, il y a un deuil à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Marcia, pour cette belle présentation. Et,